Bonjour et merci de me rejoindre pour ce module Switch Starter. L'objectif, c'est de pouvoir ensemble procéder à la première mise en service d'un switch et que vous puissiez acquérir les connaissances suffisantes pour pouvoir ensuite partager avec moi les modules classiques en présentiel de formation. Alors, on va parler switch, on va parler de leurs fonctions, de leurs fonctionnalités, de leur configuration initiale. On abordera ensemble les différences entre les switches niveau 2, niveau 3, comment lire correctement la datasheet d'un switch et comprendre les quelques subtilités qui peuvent apparaître dans ces fiches techniques. On parlera du reset d'un switch, de sa configuration initiale, côté adressage IP. On évoquera aussi ensemble la configuration du switch au niveau de ses firmware, de ses fichiers de configuration justement, comment est-ce qu'on va pouvoir les manager. Et puis on terminera par un très rapide chapitre sur la mise à l'heure du switch. Voilà. Alors pour commencer, un sujet spécifique au switch, la différence entre un switch de niveau 2 et on parle de switch également de niveau 3. Il y a même une particularité sur les switches de niveau 2+. Tous ces niveaux dont on parle sont liés au modèle OSI, le fameux modèle OSI qui est subdivisé en 7 couches. Les 7 couches du modèle OSI que vous voyez dans le slide qui est ici. Alors, quand on parle d'un switch de niveau 2, c'est un switch dont la principale vocation est de travailler justement sur le niveau 2 du modèle OSI et donc de beaucoup travailler sur Ethernet, de commuter des trames Ethernet et de fonctionner au travers de l'adressage MAC de ces trames Ethernet. Donc, quand un switch reçoit une trame pour lequel il doit faire de la commutation, il va lire à l'intérieur l'adresse MAC source et l'adresse MAC de destination, repérer sur l'ensemble de ces ports où se trouve l'adresse MAC de destination, le destinataire de la trame, et l'envoyer sur le port en question, en le mémorisant au passage, histoire de ne pas avoir à refaire ce travail systématiquement si le même destinataire reçoit des trames dans un très court délai. Ça, c'est l'objectif du commutateur de niveau 2, ce que font tous les switches, qu'ils soient administrables ou non administrables, tous les switches travaillent sur le niveau 2 du modèle OSI et fonctionnent sur ce principe. Alors, il existe également des switches dits de niveau 3. Ça veut donc dire qu'ils sont capables de travailler sur la couche 3 du modèle OSI, couche 3 sur lequel, couche de routage, couche 3 sur laquelle on va retrouver la notion d'IP, IPv4, IPv6, avec un adressage spécifique, les fameuses adresses IP. Donc, un switch de niveau 3 fait le même travail que ce que ferait un routeur, puisqu'on est bien sur la couche de routage. Donc, un switch de niveau 3 a également la capacité à travailler sur ce niveau 3 et à travailler sur la notion d'IP et à router des paquets IP pour des réseaux différents, et en particulier pour un switch, on va router des paquets IP en provenance de différents VLAN que l'on lui aura définis dans sa configuration. Donc ça, c'est la différence entre un switch de niveau 2, administrable ou non administrable, peu importe, et un switch de niveau 3 qui est donc de facto forcément administrable puisqu'il faut lui avoir déclaré les VLAN et déclarer également quels sont les réseaux IP qui ont le droit ou qui ne doivent pas être routés entre eux. Donc voilà la grosse différence entre ces deux types de switch. Alors, il existe également une petite subtilité qui est le switch de niveau 2+. Globalement, techniquement, le switch de niveau 2+ a toutes les capacités d'un switch de niveau 2, mais n'a pas toutes les fonctionnalités encore d'un switch de niveau 3. Il est par exemple capable de faire du routage statique. Ça, c'est la différence par rapport à un switch de niveau 2 traditionnel. C'est, en résumé, un switch de niveau 2 à qui on a rajouté quelques fonctions, mais qui n'a pas encore tout le niveau de fonctionnalité qu'on aurait sur un switch de niveau 3. Donc, on va regarder rapidement. Alors, on ne va pas parcourir toutes les fiches techniques de tous les switches du catalogue ZXL, mais on va juste essayer de comprendre ce que l'on peut voir quand on regarde la fiche technique d'un switch. Alors, évidemment, ce qui différencie les switches les uns des autres, dans les différentes gammes qui composent l'ensemble des switches d'un constructeur et ZXL en particulier, c'est d'abord le nombre la montée en gamme, le nombre de ports. Donc ici, par exemple, sur la gamme des GS2210, on a des versions 8 ports, 24 ports, 48 ports. Chacun de ces switches dispose potentiellement de ports qui sont ou non PoE. Donc, vous avez sur le support de cours ici, vous avez le nombre total de ports qui vous est indiqué, le nombre de ports qui sont gigabits, le nombre de ports qui sont gigabits et PoE. Il existe parfois des switches qui ont des ports fibres et uniquement fibres. Il existe des switches qui ont des ports fibres et cuivre dont le rôle est double, ce qu'on appelle des ports combo. Donc, vous utilisez soit le port en version fibre, soit le port en version cuivre.
Et puis, lorsqu'un switch dispose de ports qui sont PoE, par exemple le GS2210 8HP ici, il a systématiquement un budget PoE qui sera alloué à l'ensemble du switch. Donc, budget qu'il faudra répartir sur l'ensemble des ports PoE du switch. Attention, certains switches ont des ports PoE et tous les ports ne sont pas forcément PoE. Par exemple, il y a des switches 8 ports où seuls 4 des ports sont PoE. Ici, on a une particularité, c'est que sur l'ensemble des 8 ports gigabits du switch, les 8 sont PoE. Alors, il existe également 2 ports combo. Ces 2 ports-là ne sont pas PoE. Donc, les 180 watts d'un switch GS2210 8HP sont à répartir sur 8 ports gigabits PoE. Alors, il y a 2 notions ensuite qui apparaissent sur les fiches techniques. La notion de fond de panier et de forwarding rate. Alors, très simplement, le fond de panier d'un switch, c'est sa capacité globale à échanger de l'information entre tous les équipements connectés sur les ports de ce switch. Donc, pour qu'un switch ne soit pas dit limitant, il faut partir du principe le plus pessimiste possible où le switch verrait tous ses ports occupés et que sur l'ensemble des ports qui le composent, les équipements qui sont connectés dessus lui envoient de l'information à la plus grande vitesse possible. Or, ici, j'ai un switch, prenons le cas du GS2210 8HP ici. J'ai un switch qui a 8 ports, enfin 10 au total avec les 2 ports combo. Il a donc 10 ports au total. Si on part du principe que 10 équipements sont connectés sur ce switch et que les 10 ports sont tous gigabits, il faut donc potentiellement partir du scénario le plus pessimiste possible où chacun des 10 équipements lui envoie des données en le saturant sur les liens, donc 10 fois 1 gigabit, et potentiellement en plus, les équipements peuvent communiquer entre eux dans les deux sens. On est sur du full duplex. Et donc, un équipement peut à la fois recevoir, mais également envoyer à la vitesse maximum, ici du gigabit. Donc, pour que le switch ne soit pas limitant, il faut qu'il soit capable à un instant T d'échanger de l'information en partant de ce scénario le plus pessimiste. Donc, 10 fois 10 ports, 1 gigabit, multiplié par 2 pour imaginer qu'il y a autant d'entrées que de sorties à un instant T. Ce qui veut donc dire que pour que le switch ne soit pas limitant, il faut que le fond de panier soit à minima de 20 gigabits. 10 fois 1 gigabit fois 2 pour les allers-retours. Donc 20 gigabits. Et c'est le cas ici. On a créé le switch en lui octroyant un fond de panier qui va respecter scrupuleusement cette règle. Et vous pouvez faire le calcul sur l'ensemble des switches, de l'ensemble des gammes des switches XL. Vous verrez qu'on respecte scrupuleusement cette règle, le nombre de ports fois la vitesse des ports fois 2, et on obtient ainsi le fond de panier. Et le fond de panier est donc minimum nécessaire, suffisant, pour que le switch ne soit pas limitant. Alors, il y a une autre notion qui apparaît juste en dessous de la notion de fond de panier ici, c'est la notion de forwarding rate. Alors, le forwarding rate, pour expliquer le forwarding rate, j'ai besoin de reprendre avec vous juste une notion qui est liée à Ethernet. Je rappelle que le switch est un commutateur de trame Ethernet principalement, et que dans une trame Ethernet, vous noterez que dans sa composition de trame Ethernet, à la fin, il y a une notion ici qui s'appelle le CRC checksum, la somme de contrôle pour le calcul de la redondance cyclique. Alors, à quoi ça sert? Ça permet à n'importe quel moment, lorsque je vois cette trame, cette frame Ethernet, de contrôler son état, son intégrité. Et simplement, cette information de 4 octets a été calculée au départ, lorsque la trame a été composée. Elle n'existe pas, cette information au départ, on la calcule, l'émetteur la calcule et la rajoute à la fin de sa trame. La trame est envoyée et à n'importe quel moment, si je capture cette trame et que je fais le calcul initial qui a été fait par l'émetteur, je dois systématiquement retomber sur la même valeur, le même checksum. Et ça me permet donc à n'importe quel moment de contrôler l'intégrité de la trame Ethernet. C'est ce que fait l'émetteur en calculant cette information au départ. C'est ce que fait le récepteur en calculant cette même information à l'arrivée pour vérifier que la trame arrive en bon état. Si la trame arrive en bon état, tant mieux. Si elle n'arrive pas en bon état, Ethernet prévoit qu'un petit message de contrôle, un petit message informatif puisse demander le réenvoi de la trame et cette trame uniquement, sans avoir à réenvoyer l'ensemble des trames qui composent le message dans sa globalité. C'est le principe de la somme de contrôle. Sachez que les switches, qui ont donc un rôle central à jouer, sont totalement capables de faire également ce calcul et c'est ce qu'ils font systématiquement. C'est le principe de la méthode store and forward. Donc, ils vont stocker la trame dans une mémoire. Ils vont analyser la trame en faisant le calcul à leur tour. Et si la trame est en bon état, ils la laissent passer. C'est le fameux forward, donc store and forward, de manière à être capable de garantir
que lorsqu'il laisse transiter une trame, lorsqu'il commute une trame, elle transitera en bon état et n'aura pas été déjà altérée. En tout cas, on sera capable de manière beaucoup plus réactive de se rendre compte qu'une information est arrivée en mauvais état. Peut-être parce que le câblage est en mauvais état, peut-être parce qu'un équipement a été défectueux et a altéré les trames, peut-être qu'une attaque a eu lieu. En tout cas, on est sûr à un instant T, au moment du passage de l'information sur le switch, que l'information est à ce moment-là, en tout cas, en bon état. Et donc, puisque le switch a un rôle de stockage et de calcul à faire, eh bien, il a également une limite quant à l'information qu'il va pouvoir stocker et le nombre de messages qu'il va pouvoir vérifier avec ses calculs. Eh bien, c'est symbolisé par le forwarding rate. Et le forwarding rate est exprimé en MPPS, en millions de paquets par seconde, millions de paquets Ethernet. Et on voit ici que, par exemple, si je reprends le slide d'avant, un GS2210 8HP a un forwarding rate de 15 MPPS, 15 millions de paquets Ethernet par seconde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire qu'à un instant T, en une seconde, le switch est capable d'analyser, de contrôler, de calculer, de stocker et de calculer 15 millions de paquets Ethernet et donc d'assurer que ces 15 millions de paquets Ethernet sont en bon ou en mauvais état et de laisser Ethernet gérer le réenvoi des trames si jamais elles sont en mauvais état. Alors, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ce n'est pas suffisant? Globalement, ça le sera forcément, puisque si je prends par exemple une trame Ethernet dans sa taille maximum, elle fait 1518 octets. Alors évidemment, je vais devoir stocker ces 1518 octets pour faire le contrôle, mais le calcul se fera sur les 1514 premiers, puisque les 4 derniers correspondent au checksum lui-même. Donc 1514 fois 15 millions de ces paquets, si je prends le scénario où les paquets seraient de la taille maximum, 1514 octets, eh bien ça me donne à peu près un peu plus de 20 gigabits par seconde. Si je fais la multiplication des 1514 multiplié par 15 multiplié par 1 million, j'arrive à peu près à 20 gigabits, ce qui, au final, est tout à fait suffisant pour assurer le transit des 20 gigabits que m'assure le fond de panier et dont j'ai besoin pour garantir que l'ensemble des 10 équipements puissent communiquer dans tous les sens avec la vitesse de lien maximum. Donc, a priori, en tout cas, le forwarding rate ici suffit à assurer le transit. Alors évidemment, je suis parti du scénario où la trame était dans sa taille maximum. Si mon switch se met à devoir faire transiter et commuter des tout petits paquets, eh bien évidemment, le calcul sera le même. Je vais devoir faire le même effort de calcul, mais pour un nombre de trames, de frames Ethernet beaucoup plus important. Donc, il peut arriver parfois que le switch sature en nombre de frames et c'est sa position centrale dans l'environnement qui peut justifier qu'un switch un peu trop bas en termes de performance vienne à saturer. Imaginez par exemple que je souhaite utiliser un GS2210 8HP en cœur de réseau d'une infrastructure très grande sur laquelle on aurait connecté plein d'autres switches qui eux-mêmes se verraient encore connectés à plein d'autres switches. Le switch central, le GS2210 8HP, devrait peut-être potentiellement commuter un très très grand nombre de frames Ethernet et peut-être aurait-il à ce moment-là quelques difficultés à assurer le bon transit et c'est ce qui peut justifier justement qu'on monte en gamme et vous vous en rendrez compte si vous parcourez les datasheets des autres switches de notre marque. Plus je monte en gamme, plus le forwarding rate pour même au nombre de ports va augmenter puisque plus je monte en gamme, plus on va pouvoir justifier qu'un switch vienne se positionner en cœur de réseau et assurer ainsi le transit de l'ensemble des informations de l'ensemble de l'infrastructure réseau. Voilà ce qui peut justifier le forwarding rate, l'expliquer et le justifier, et qui peut expliquer également qu'on ait besoin parfois de monter un peu en gamme, histoire d'assurer la pérennité et que ces switches soient capables d'absorber l'ensemble des informations qu'ils doivent commuter. Alors, voilà ce qui peut justifier l'existence des fameux switches de niveau 2. Vous voyez que je suis allé piocher, j'ai fait une capture d'écran d'une datasheet d'un switch de niveau 2. Et parmi toutes les informations que vous voyez ici, eh bien, vous allez retrouver évidemment les notions de VLAN qu'on a sur les switches de niveau 2, les notions de QoS, les notions d'authentification, etc. Tout ça sont des informations et des caractéristiques de switch de niveau 2. Vous voyez qu'on est venu rajouter la notion de routage statique sur un switch de niveau 2+, qu'on n'aurait pas sur un switch de niveau 2 tout court. Les switches de niveau 3, eux, se voient rajouter des fonctions spécifiques au niveau 3 du modèle OSI, à savoir en plus du routage statique, des notions
purement liées à IP, par exemple le fait d'être serveur DHCP, le fait de pouvoir échanger ces tables de routage avec d'autres routeurs qui supportent ce même protocole comme le RIP et l'OSPF, sont des fonctions pures d'un routeur et donc du niveau 3 du modèle aussi. Alors, ici en photo, vous voyez que ce sont des switches de la gamme XGS46. Alors, ces switches de la gamme XGS46, voilà du pur niveau 3. Alors, je me suis permis d'aller chercher quelques captures d'écran de ce switch XGS4600. Donc, vous voyez que dans le désordre, on peut faire du routage statique en indiquant à un switch comment rejoindre un réseau par le biais d'une passerelle. On peut faire également du routage dynamique en expliquant qu'un ensemble d'équipements, là ici j'ai précisé que c'était les gens du VLAN 10, devaient absolument pour aller ailleurs que sur le réseau dans lequel ils se trouvent, passer par un routeur quelconque, une gateway, ce qu'on appelle un next hop, le nœud d'après, le saut suivant. On les force à passer par un chemin quelconque. Je peux également, en tant que routeur, puisque on est très très proche des fonctions d'un routeur, je peux également jouer le rôle de serveur DHCP de manière centrale au niveau du switch. Ici, par exemple, j'ai demandé à ce que mon XGS4600 soit le serveur DHCP pour le VLAN 10 en distribuant des IP, en indiquant quelle était la gateway, quels étaient les serveurs DNS. Voilà. Vous voyez que je suis proche des fonctions d'un routeur sur un switch de niveau 3. Donc voilà pour les quelques différences entre les switches de niveau 2, niveau 2+, niveau 3. Alors physiquement, il y a quelques particularités aussi. Si je prends le cas d'un switch de niveau 3, tac, vous voyez ça c'est le fameux XGS4600, vous le voyez ici. Donc vous remarquerez que sur ce switch, il y a un certain nombre de ports qui le composent, des ports cuivre, des ports fibres, des ports combo également, ici, et j'ai des ports, des petites connectiques fibres ici. Et puis, vous noterez également que je dispose ici d'un port noté sérigraphié, je ne sais pas si vous allez bien le voir à la caméra, un port sérigraphié MGMT pour management. Alors, c'est particulier, c'est une particularité des switches de niveau 3. Ils ont un port spécifique pour leur administration. C'est-à-dire que je ne suis pas obligé d'administrer le switch par le biais d'un réseau existant configuré. Je peux très bien imaginer que mon switch volontairement ne soit pas accessible par le biais du ou des réseaux locaux qu'il connaît, mais spécifiquement et physiquement managé par le biais de ce port-là qui a une adresse particulière qui, sur les configurations usines, c'est évidemment modifiable, mais en configuration usine, ce port est accessible, en tout cas le switch via ce port est accessible par le biais du 192.168.0.1. Voilà. Si un jour vous avez besoin d'accéder au switch et que vous avez fait même de très grosses bêtises sur le switch, vous avez coupé la branche sur laquelle vous étiez assis en enlevant des interfaces d'administration du switch, sachez que physiquement, vous connectant sur ce port, vous devez pouvoir retomber sur l'interface d'administration du switch. Alors, on va justement parler de l'adressage IP, de la configuration du switch dans ces paramétrages usines. Alors, j'ai pris quelques switches avec moi qui sont à côté de moi ici. On verra si j'ai besoin de vous les montrer physiquement ou pas. Alors, première chose, si vous avez entre les mains un switch qui ne sort pas de son carton, que vous avez déjà utilisé et que vous voulez ramener en configuration usine, il y a plusieurs solutions pour ça. La première, c'est peut-être, si le switch en dispose, de venir jouer avec le bouton Reset du switch. Donc là, je vous ai pris un GS1920 8HP. Eh bien, c'est un switch qui dispose ici, juste à côté de mon doigt, d'un bouton Reset. Donc c'est évidemment avec mon trombone favori que je vais venir appuyer sur le bouton Reset pour ramener le switch en configuration usine. Alors, il existe des switches également qui n'ont pas de bouton Reset et qui sont donc par définition impossibles de ramener en configuration usine avec le trombone. Pour cela, il faut venir jouer avec le câble console, puisque la plupart du temps, quand il n'y a pas de bouton Reset, c'est le cas sur certains switches. Alors, certains switches ont un port console et ont un bouton Reset. C'est le cas de mon XGS4600. Mais si je prends le cas d'un GS2210 8HP, il est sous ma pile de switch, et vous m'épargnerez le fait d'avoir à le déplacer. Mais si je prends le cas par exemple d'un GS2210, lui, il n'a pas de port reset, mais il a un port console. Et donc, je vais devoir manipuler le switch par le biais du port console, puisque si j'en suis arrivé à devoir le resetter, c'est probablement parce que je n'ai plus accès à mon interface graphique de configuration. Bien évidemment, le reset est également possible par le biais de l'interface web. Donc ici, n'ayant pas accès à mon interface web, je vais devoir le resetter via le port console. Donc, évidemment, je dispose d'un câble console, d'accord, que je vais brancher sur mon switch. Alors,
on est à peu près certain que sur l'ensemble des PC vendus il y a moins de 10 ans, il n'y a plus de port console. Donc, il va falloir que je dispose bien évidemment de l'adaptateur USB. Donc, pensez bien à avoir le bon adaptateur sous la main. Pensez bien également à télécharger le pilote avant de partir dans la nature avec votre câble console, parce que bien souvent, loi de Murphy oblige, c'est quand on en a besoin qu'on n'y a pas accès. Donc, assurez-vous que le connecteur, qui est un équipement actif USB, qui vous donne une connectique console ensuite, soit correctement supporté par votre OS. Et puis, lorsque vous avez l'un et l'autre, hein, c'est-à-dire le switch avec son port console, le câble console avec son adaptateur USB, vous allez pouvoir les connecter ensemble et démarrer un terminal. Hein, alors, par exemple, moi, je peux démarrer TerraTerm ici. Je ne vais évidemment pas me connecter par le biais d'une connexion réseau, mais par le biais d'une connexion série. On voit bien ici que si ceci apparaît dans ma liste déroulante, c'est que mon adaptateur USB a été correctement reconnu par l'OS que j'utilise. Donc, je vais pouvoir m'y connecter. Alors, les switches, pour leur quasi-totalité, utilisent les paramétrages console traditionnels. Donc, c'est du 9600 baux. 9600 baux, 8 bits, pas de bits de parité. Ça, c'est la connectique classique. Si jamais le switch était différent de ses confrères, vous pourriez être amené à passer en 115 200 baux. Tiens, parenthèse, c'est également la vitesse 115 200 à utiliser pour les routeurs, les USG, les iWall, les ATP, etc. Donc ici, je vais pouvoir me connecter en port console en rentrant ici admin et le mot de passe par défaut, admin 1, 2, 3, 4, qui sont les logins mots de passe par défaut du switch. Bien évidemment, je ne peux pas manipuler mon switch si je ne connais pas le mot de passe de l'admin. Si je suis vraiment dans un cas de figure où je ne connais pas la manière d'y accéder par le biais de l'interface web, je ne connais pas les identifiants qui me permettent de m'y connecter en admin, c'est plus compromis. Alors, c'est toujours possible. Il suffit pour cela de se connecter en port console, de redémarrer le switch et au moment du processus de boot, d'interrompre le processus de boot pour réinjecter le boot module. Tout ça est documenté sur le site de Zixel. Je ne suis pas inquiet, vous saurez retrouver la procédure. Il faut télécharger le boot module et ainsi la réinjecter pour qu'ensuite on puisse pouvoir réinjecter le firmware et retomber sur un switch en configuration usine. Bref, ici, je connais les identifiants pour me connecter en admin. J'arrive sur mon interface en ligne de commande, ce qui va pouvoir me permettre de resetter le switch. Alors, pour resetter le switch, j'ai deux solutions, et là je parle bien d'un GS 2210, ce sont les mêmes lignes de commande sur un GS 1920. Les lignes de commande peuvent différer d'un produit à l'autre. Bien sûr, l'ensemble des switches vont quasiment tous connaître les mêmes lignes de commande, mais il peut y avoir quelques subtilités. Si je prends les GS 12 ou les GS 1900 par exemple, ils ont des fonctionnements et des OS un tout petit peu différents. Donc, ces lignes de commande que je vais vous présenter ici fonctionnent sur un GS 2210. En tout cas, je suis sûr qu'elle fonctionne sur le 2210. Je suis à peu près persuadé également qu'elle fonctionnerait sur un 1920 ou sur un XGS 46, comme je vous ai montré tout à l'heure. Alors, il y a deux façons de ramener le switch en configuration usine via la ligne de commande. La première, c'est de taper la commande erase running-configuration, qui a pour effet d'écraser la configuration actuelle et de la remplacer par la configuration usine. Donc, je reviens avec un paramétrage usine. Le switch ne redémarre pas et ça n'aura aucun impact sur la conf de démarrage du switch. C'est-à-dire que si je me contente de ça et que je débranche et que je rallume mon switch, automatiquement, le switch reviendra avec la configuration qu'il avait avant de faire cette manipulation. Donc, j'aurais perdu le fait de revenir en configuration usine. Si je souhaite que la conf usine soit également la conf qui serait au redémarrage, avant que je puisse ensuite refaire la configuration de mon switch, il faut que j'utilise la commande reload factory-default. Cette commande, elle a un triple effet. Premièrement, elle va ramener la configuration actuelle en configuration usine. Et puis ensuite, le switch va redémarrer. Et enfin, il va faire en sorte que cette configuration usine soit celle qu'il va utiliser pour le redémarrage. Donc, c'est l'équivalent au erase running-configuration qu'on vient de voir juste avant, qui va ensuite écraser la configuration de redémarrage, donc la commande write memory, et ensuite demander au switch de rebooter sur cette configuration, le reload config. Alors,
il y a deux partitions sur le switch. Là, je suis parti du principe que j'étais en train de travailler sur la partition 1. Donc, le reload config 1 signifie que je souhaite redémarrer le switch en chargeant la configuration que j'ai stockée dans la configuration de démarrage de la partition 1. Donc, le reload factory default est beaucoup plus efficace, entre guillemets, puisque avec une seule commande, je vais avoir l'équivalent de 3 commandes successives. Donc, je vais pouvoir ainsi ramener mon switch en configuration usine. Alors, avant de me connecter à l'interface de configuration, je voulais également prendre quelques minutes pour vous parler d'un outil, un outil qui s'appelle Zone, que j'imagine certains d'entre vous connaissent déjà. Alors, Zone, il a plein d'avantages. Je vais démarrer Zone en même temps que je parle. Donc, je démarre l'outil Zone que j'ai installé sur mon PC. C'est un outil qui est librement et gratuitement téléchargeable sur le site de Zixel. Alors, Zone, il a un énorme avantage, c'est qu'il va commencer d'abord par me faire un parcours du réseau sur la carte réseau que j'aurais bien voulu lui indiquer. Donc, il est très important de spécifier la bonne carte réseau puisque c'est une recherche au niveau 2 du modèle OSI. Donc, ce n'est pas lié à l'adressage IP des équipements, mais bien une recherche par le biais du protocole Ethernet et d'un protocole associé. Et donc ici, je vais pouvoir retrouver tous les équipements Zixel que Zone reconnaît. Et bien évidemment, ça ne reconnaît que les équipements Zixel compatibles. Donc vous noterez qu'ici, il a trouvé 3 switches et un USG. Alors, si vous lancez Zone et que Zone ne trouve rien, peut-être serait-il intéressant de venir vérifier que vous êtes bien en train de faire la recherche sur la bonne carte réseau. Certains OS vous disposent de plein de cartes réseau et entre autres des cartes réseau virtuelles parfois. Donc assurez-vous de bien faire la recherche sur la bonne carte réseau physique. Donc ici, j'ai bien sélectionné mon contrôleur gigabit et je retombe donc sur l'ensemble des switches que j'ai connectés dans mon environnement, dans mon infrastructure. Donc j'ai un 1920, 2210, un 1900 8HP et évidemment, j'ai mon USG 110. Donc premièrement, premier effet de Zone, retrouver l'ensemble des équipements. Deuxième effet, retrouver les équipements, mais en plus en allant chercher leur adresse IP. Zone ne se contente pas de retrouver les équipements, il va chercher également de l'information complémentaire et on aurait retrouvé ici également les équipements, même si ceux-là avaient disposé de la même adresse IP. Si je démarre un switch et que pour une raison ou pour une autre, il est en 1.1, 192.168.1.1 et que mon USG l'est aussi, j'aurais vu les deux lignes. Et l'avantage de voir les deux lignes, c'est que je peux très bien en sélectionner une et venir manipuler le switch avec les boutons outils, la barre d'outils dont je dispose au-dessus. Donc par exemple, dire à mon switch, sache, cher switch, que tu n'es plus en 192.168.1.1, mais que tu as tel IP statique à la place. Donc, sans même avoir besoin de changer quoi que ce soit sur ma carte réseau, de débrancher un équipement qui a une IP qui est double, de faire quelques manipulations, juste au travers de Zone, je peux venir changer l'adresse IP d'un équipement que j'ai pu retrouver au travers de Zone. Bien évidemment, il faut toujours que je connaisse le mot de passe de l'admin. C'est bien évidemment un passage obligatoire. Donc ici, j'ai demandé, moi, à ce que mes switches soient en adressage dynamique. D'ailleurs, parenthèse, c'est le cas en configuration usine. Si vous prenez un switch, vous le sortez de sa boîte, vous le branchez sur un environnement réseau, que cet environnement réseau, d'un point de vue IP, est viable, qu'il y a un serveur DHCP qui existe et qui est apte à distribuer de l'IP, le switch va tout de suite disposer d'une IP dynamique fourni, on l'espère en tout cas, par ce serveur DHCP présent. C'est le cas de mon USG ici, qui est un serveur DHCP, qui a donc su fournir à mes 3 équipements 3 IP dynamiques. Alors, la plupart du temps, dans une infrastructure en production, les switches ne restent pas en IP dynamique, mais passent souvent en IP fixe, où je vais moi-même choisir l'IP que je veux lui fournir. Pour les besoins de cette formation, je resterai avec des switches en adressage dynamique. Alors, attention, malgré tout, si vous démarrez un switch sortant de sa boîte, 9, configuration usine, et qu'il ne trouve pas de serveur DHCP. Vous le branchez, mais vous n'avez pas encore relié ce switch à l'infrastructure sur lequel se trouve le serveur DHCP. Ne trouvant pas de serveur DHCP, le switch finira par s'octroyer le droit de passer en 192.168.1.1. Et bien évidemment, si vous connectez le switch ensuite à l'infrastructure, il se peut, et ça aurait été le cas ici dans l'exemple qui est le mien, que je trouve 2 équipements qui disposent tous les 2 de la même adresse IP. Alors, ce n'est pas très grave puisque Zone les aurait trouvés et on l'a vu, Zone m'aurait permis de toute façon de changer l'IP de mon switch à la volée. Alors, Zone ne permet pas que de changer l'IP des switches, permet de renouveler le bail DHCP d'un équipement, d'un switch par exemple, permet de redémarrer l'équipement. On peut également ramener le switch en configuration usine, ce qui est très pratique. Il suffit juste que Zone l'ait trouvé pour que, en connaissant le mot de passe, je puisse ramener le switch
en configuration usine, ce qui m'évite de passer par la ligne de commande ou de venir physiquement sur le switch avec un trombone si tant est que le switch dispose d'un bouton reset. Je peux également venir lancer mon navigateur pour accéder à l'interface graphique, raccourci, mais je peux, si je le souhaite, demander à ce que le firmware soit mis à jour. Si jamais un équipement ici dispose d'un firmware qui n'est pas à jour, d'abord, première remarque, je pourrais le voir. Ici, je me suis permis de faire une capture d'écran de mon GS19008HP, le même que j'ai sur ma table, mais avant le début de cette formation, et avant que je le mette à jour. Vous le voyez ici, l'icône dans Zone dispose d'un petit pictogramme qui me laisse entendre que le firmware peut être upgradé. On peut mettre à jour le firmware, alors ça peut se faire par zone, puisque par zone, si le firmware est ou pas à jour d'ailleurs, je peux venir utiliser le pictogramme correspondant ici. Vous voyez que c'est le même pictogramme que sur le petit dessin de la capture d'écran qui est derrière. Et je vais pouvoir demander à faire une mise à jour online ou locale. Online, Zone va récupérer le firmware sur les sites de Zixel, le télécharger, le décompresser et l'insérer dans le switch. Local, il faut que j'ai moi-même fait cette démarche de téléchargement du firmware sur mon PC pour venir le chercher et l'injecter sur le switch. Donc, ça fait partie des quelques spécificités et avantages de Zone que de pouvoir retrouver les équipements, modifier leur configuration réseau, voire même potentiellement télécharger et mettre à jour les équipements. Donc Zone, pour information, est compatible avec un certain nombre de produits chez nous, entre autres la quasi-totalité des switches, les routeurs, les bornes Wi-Fi, les contrôleurs, les hotspots. Alors maintenant que je connais les IP de mes switches, je vais pouvoir y accéder au travers de leur interface web. Donc je vais me rendre sur un onglet de navigateur. Je vais essayer juste de trouver le bon. Voilà, là par exemple, j'ai pris mon GS 1920 8HP. Donc pour me connecter à mon GS 1920 8HP, je vais utiliser les logins mots de passe habituels, admin 1, 2, 3, 4. Alors, particularité du 1920 8HP, il est potentiellement nébulisable. Il fait partie de la gamme Nebula Flex. Si je souhaitais que ce switch soit administrable, non pas par son interface graphique, comme je vais le faire ici, mais par le biais du programme Nebula, il suffirait juste que sur mon smartphone, je lance l'application Nebula et que je vienne scanner le QR code ici. Automatiquement, le switch remonte dans mon interface Nebula et c'est par le biais du NCC, le Nebula Control Center, que je vais ensuite pouvoir configurer, administrer, manager, surveiller mon switch sans avoir à utiliser l'interface web qui est ici. En l'occurrence, j'ai choisi moi de le manipuler par le biais de mon navigateur en local. Je vais donc passer cette étape. Alors que ce soit le 1920, que ce soit le 2210, que ce soit le 1900, quel que soit le modèle, vous aurez pour la plupart des switches une alerte au départ qui est liée au SNMP. Alors cette alerte, elle est simple à comprendre. Le SNMP, c'est un protocole de surveillance et de configuration des équipements. Donc c'est un standard, c'est un protocole. Et par défaut, nos switches acceptent de travailler avec le SNMP. Le SNMP est une brique qui est démarrée. Et pour fonctionner, le SNMP travaille sur la notion de communauté. Une communauté, c'est un mot, une chaîne de caractères que l'on va utiliser pour que le switch soit interrogeable, puisse discuter avec le reste de la chaîne SNMP. Or, ces communautés utilisent des chaînes de caractères par défaut. Et par défaut, toutes les communautés d'un switch sont positionnées sur la chaîne de caractères dite publique. Regardez, si je vais sur la configuration NMP de mon switch, automatiquement, en SNMP, le paramétrage global pour l'ensemble du switch par défaut utilise la communauté publique. Bien évidemment, c'est une communauté qui est par défaut, donc très connue, et il suffirait que quelqu'un vienne interroger mon switch en SNMP en connaissant la chaîne de caractères publique pour que potentiellement il vienne récupérer de l'information sur sa configuration et puisse par exemple en déduire la configuration réseau de l'infrastructure, ce qui est déjà en soi le début d'une faille de sécurité. D'où l'alerte qui vous est affichée quand vous vous connectez pour la toute première fois au switch, vous informant que c'est bien la communauté par défaut qui est configurée et vous invitant à venir la modifier. Donc, il peut être intéressant pour éviter d'abord d'avoir cette alerte et surtout pour renforcer la sécurité de mon switch, de venir changer les communautés en mettant des chaînes de caractères qui sont sous forme de mot de passe, des chaînes de caractères que vous aurez choisies, que vous serez seul à connaître dans votre infrastructure SNMP.
Autre chose qu'il est rapidement obligatoire de faire sur les switches, c'est le fait de changer le timeout de l'interface web. Alors, ce n'est pas obligatoire, mais vous allez voir que ne serait-ce que pour des raisons d'ergonomie, il est conseillé de le faire parce que vous allez rapidement vous rendre compte que c'est gênant. Par défaut, les interfaces web de nos switches sont configurées pour se déconnecter au bout de 3 minutes. Donc là, il suffit que je vous parle pendant 3 minutes pour qu'automatiquement, en continuant à vouloir travailler sur le switch, je sois dans l'obligation de me reconnecter. Je vais retomber sur l'invite de connexion que j'ai eu au départ quand j'ai voulu m'authentifier. Donc pour changer ce paramétrage, je vais me rendre dans Management, Access Control, Service Access Control. Vous voyez que par défaut, l'HTTP et l'HTTPS disposent tous les deux d'un timeout à 3 minutes. Donc je peux changer ce timeout en mettant peut-être 60 minutes. Alors attention, c'est évidemment à double tranchant, c'est-à-dire que si j'oublie de me déconnecter, ma session restera ouverte pendant un certain temps et potentiellement quelqu'un pourra en profiter. Donc pour des raisons de sécurité, il est conseillé de mettre la bonne valeur en fonction de mes usages et des règles de sécurité en vigueur dans l'entreprise. Juste pour des raisons de... J'ai pas envie de me reconnecter toutes les 3 minutes pendant la manipulation, il suffit que je discute, que je fasse un schéma, etc. Il va falloir automatiquement que je me reconnecte. Je peux potentiellement, en tout cas pour le temps de la configuration de mon switch, changer le paramètre de déconnexion. Si je fais la même manipulation sur mon GS 19008HP, vous allez voir que l'interface va un peu changer. Donc j'ai la même alerte liée au SNMP que tout à l'heure. Pour changer le paramètre lié au timeout de déconnexion de l'HTTP et de l'HTTPS, je vais me rendre dans Configuration, Management, HTTP, HTTPS. Alors, je l'avais fait juste avant de commencer la formation, mais par défaut, il est bien sûr 3 minutes en HTTP et il est également de 3 minutes en HTTPS. C'est des choses qu'il faut que je modifie ici avant de pouvoir appliquer. Alors, tous ces réglages, toutes ces manipulations que je vais faire, que ce soit sur le 1920, sur le 1900 ou même sur mon 2210, où je vais faire la même manipulation, Access Control, Service Access Control, et je vais le passer à 90 minutes par exemple, toutes ces manipulations que je réalise dans l'interface web ou que je réalise en ligne de commande viennent impacter à un instant T ce qu'on appelle la running config, la configuration de fonctionnement du switch. En temps réel, le switch travaille sur la running config. Toutes les manipulations que vous faites impactent la running config. Spécificité des switches, la running config n'est pas la startup config. Ce qui veut donc dire que si je redémarre mon switch sans rien faire d'autre que de manipuler mon interface graphique ici, qui est venu impacter la running config, si je redémarre mon switch, je redémarrerai sur la startup config. Et donc, toutes les manipulations que j'aurais faites ici auront été perdues. Donc, pour que ce ne soit pas le cas, il faut que ma running config devienne ma startup config. Pour qu'en cas de redémarrage, par exemple, une coupure électrique où je débranche mon switch pour le déplacer, pour le rebrancher à son endroit définitif, pour qu'au redémarrage du switch, il redémarre avec toutes les modifications et toute la configuration que j'ai bien voulu lui faire jusqu'à présent, eh bien, il me suffit simplement de venir jouer ici, en haut à droite, avec le bouton Save. En cliquant sur Save, je demande à ce que ma running config devienne ma startup config. Et donc maintenant, je peux débrancher et rebrancher mon switch. Il redémarrera avec la configuration qui est celle que je viens de lui imposer, sauvegarder. Alors, les GS 1900 aussi et le GS 1920. Voilà. Maintenant, j'ai un timeout à 90 minutes. Et en plus, ce sera le timeout même en cas de redémarrage du switch. Alors, maintenant, pas tout à fait. La session que je viens d'ouvrir l'a été pour 3 minutes. Donc, si je veux disposer réellement d'une session de 90 minutes, il faut que je me déconnecte et que je me reconnecte tout simplement. Maintenant, je dispose d'une session de 90 minutes. Management, Access Control. Et j'ai bien ma session à 90 minutes. Okay. Alors, je vous ai refait les captures d'écran sur le GS 2210 ou le GS 1920. J'ai également fait une capture d'écran du GS 1900 qui a une interface qui change un tout petit peu, mais on doit très rapidement retomber sur les mêmes écrans de configuration en cherchant un petit peu, mais je vous ai fait la capture d'écran qui va bien. Donc, vous savez maintenant comment changer le timeout de déconnexion de l'interface web. Alors, juste sorti de l'interface web,
il peut être intéressant également parfois de retrouver l'adressage IP de mon switch. Imaginez que vous n'ayez pas Zone installé. Vous avez, encore une fois, Adwan Murphy, pas d'accès Internet pour le télécharger, ce fameux Zone, et vous avez besoin malgré tout de retrouver l'accès à l'adresse IP du switch. Alors pour ça, évidemment, je ne peux pas passer par l'interface graphique puisque j'ai besoin de l'adresse IP du switch pour y accéder. Je peux passer par le port console, tout simplement. Donc, je me connecte sur mon switch et la commande magique, c'est show IP. Tac. Et ainsi, je sais que mon switch est accessible via le VLAN 1, donc son VLAN d'administration traditionnel non tagué, en 192.168.1.35. Donc une commande intéressante également à connaître, le show IP, qui me montre l'adresse IP du switch, ou les adresses IP du switch. Alors ce même paramétrage IP que l'on a réalisé tout à l'heure au travers de Zone, je peux bien sûr le faire au travers de l'interface graphique de mon switch. Donc par exemple, si j'ai besoin de changer l'IP de mon switch et que je suis connecté sur l'interface graphique de configuration, pour un GS 1920 ou un GS 2210, même combat, on va aller dans Basic Setting, IP Setup, et vous voyez ici que je peux changer le paramétrage IP de mon switch. Par défaut, il est en DHCP, je peux le passer en IP fixe avec l'IP que j'aurais choisi. Pareil sur un 2210, Basic Setting, évidemment, je ne suis pas reconnecté, Basic Setting, IP Setup, et je peux aussi changer l'adresse IP de mon switch et le passer en IP fixe. Sur un GS 1900, configuration, système, IP. Et je peux passer d'une configuration dynamique en une configuration statique. Alors maintenant, si je souhaite jouer justement avec cette notion de firmware et surtout sur les fichiers de configuration, si je reviens sur un 1920 par exemple, je peux aller dans Management, Maintenance, et je vais retomber ici sur la gestion des firmware et des fichiers de configuration. Donc pour mettre à jour le firmware de mon switch, Firmware Upgrade, ce que j'ai pu faire par Zone tout à l'heure, je peux le faire également directement dans le switch au travers de son interface web. Je dispose de deux partitions qui vont chacune contenir des firmware différents, identiques, peu importe, et je choisis quelle est la partition sur laquelle je veux démarrer lorsque le switch démarre. Ici, je travaille sur la partition numéro 2, c'est bien le firmware du démarrage, le firmware numéro 2 qui contient la version 450 ABKZ patch 4. Si je souhaite mettre à jour mon switch, je vais choisir la partition que je veux impacter et je vais aller chercher le fichier firmware que j'aurais au préalable téléchargé sur le site de Zixel. Voilà comment se fait la mise à jour de mon switch. Et ensuite, il me suffit de dire, je souhaite redémarrer mon switch sur la partition 1 ou la partition 2. Pour redémarrer, je choisis de travailler sur la partition 1 ou sur la partition 2. C'est le menu Reboot System ici. Alors, si je souhaite faire un backup de la conf, j'ai un menu Backup Configuration qui va me sauvegarder ma conf sous forme d'un fichier texte. Alors attention, l'extension du fichier est un point log, c'est un peu trompeur, mais c'est bien un fichier de configuration qui est un fichier texte. Si je veux réinjecter cette configuration, j'ai le bouton Restore Configuration qui me proposera, lorsque je clique dessus, de venir chercher le fichier .log, du moins le fichier de configuration que j'ai précédemment sauvegardé sur mon PC. Je peux demander à ce que la conf actuelle, la running, soit sauvegardée dans mon startup config de la config numéro 1 ou de la config numéro 2. Si je clique sur Save en haut à droite, ça va sauvegarder ma running dans la startup de la configuration actuelle. Mais je peux très bien impacter la startup de l'autre partition si je le souhaite. Sur le GS 1900, je vais pouvoir également gérer cette notion de firmware dans l'onglet Maintenance, Firmware. Alors là aussi, je dispose de deux partitions. Elles ne sont pas notées partition 1, partition 2, mais partition active et partition backup. Et je peux, par le biais du protocole TFTP ou par le biais de mon navigateur en HTTP, venir injecter un firmware soit dans l'une, soit dans l'autre des deux partitions. Je peux vérifier quelle est la partition active, quel est le firmware sur la partition en cours, donc j'ai le même principe de fonctionnement sur le GS 1900 8HP.
Sur la partie fichier de configuration du 19.00, je peux télécharger, faire un backup, soit en FTP, soit en HTTP ici, la partition en cours de fonctionnement, la partition de démarrage. Je peux, une fois que je l'ai sauvegardé, venir restaurer ces mêmes partitions en allant l'importer dans mon switch. Et je peux également copier un fichier configuration sur un autre fichier de configuration, faire en sorte que ma running devienne ma startup soit sauvegardée dans une configuration de backup, etc., etc. C'est donc également par le biais de ces interfaces graphiques que je peux ramener le switch en configuration usine. Factory default ici pour le GS 19.008HP, mais sur les 19.20 et sur les 22.10, j'ai également le bouton Erase Running Configuration qui a le même effet que ce qu'on a vu en début de formation au travers de l'interface ligne de commande. Alors pour finir, un rapide chapitre sur la gestion du temps et de l'heure sur les switches. Très important toujours d'avoir des équipements qui sont correctement horodatés. Donc pour configurer la date et l'heure du switch, donc sur un GS 19.008HP, configuration, système, time. Je vais pouvoir demander à ce que mon switch interroge un serveur de temps avec un décalage lié au fuseau horaire que je lui indique, ainsi qu'un décalage lié à l'heure d'été, l'heure d'hiver, qui va décaler de 60 minutes tous les derniers dimanches de mars et d'octobre à 2h et 3h. Hein, c'est les réglages traditionnels, en tout cas en vigueur aujourd'hui en France. Et en venant interroger un serveur de temps que je vais pouvoir lui préciser ici. Par exemple, fr.pool.ntp.org. Ainsi, le switch saura se mettre à l'heure tout seul. Sur les autres switches que j'ai sur ma table, le 19.20 et le 22.10, la configuration se fait de la même manière, ou presque. Basic Setting, General Setup. Je vais indiquer d'utiliser un serveur NTP. Alors, particularité de ces switches, on ne peut pas leur indiquer un FQDN. Il faut leur indiquer l'adresse IP du serveur de temps. Donc, tout simplement, hein, je vais venir chercher l'adresse IP du même serveur NTP que j'ai voulu emprunter tout à l'heure, une des IP de ce pool. Et je vais préciser que je suis bien dans un fuseau horaire avec également un décalage heure d'été, heure d'hiver, qui est celui en vigueur chez nous. Voilà. Maintenant, le switch est capable de se mettre à l'heure tout seul et le fera régulièrement pour s'assurer qu'il soit toujours à la bonne date et à la bonne heure. Voilà, j'en ai terminé avec les informations que j'avais envie de vous transmettre pendant ce module Switch Starter. J'espère maintenant avoir la joie de vous retrouver dans les modules traditionnels en présentiel de formation XXL. Merci, à bientôt.